vivez, soufflez, respirez. Une série de podcasts que la Sofmer vous propose suite au 38e congrès annuel qui s'est tenu au Havre en octobre 2023 pour vous permettre d'aller à la rencontre des orateurs. Épisode 13, MPR et déglutition, dépister et diagnostiquer les dysphagies, avec Virginie Voissard-Bassol, professeure associée et responsable de l'unité de la voix et de la déglutition au CHU de Toulouse, et René Speyer, professeur spécialiste de la déglutition au département des besoins éducatifs spéciaux à l'Université d'Oslo. Bienvenue. Professeur Voissard, bonjour. Bonjour. Vous travaillez sur le développement de dispositifs non invasifs pour à la fois dépister et diagnostiquer la déglutition. Quels sont ces dispositifs ? Ces dispositifs sont composés de différents capteurs et on est en train d'essayer de déterminer quels sont les plus pertinents. Donc dans le projet que nous développons, nous utilisons des capteurs microphoniques au niveau du cou, accéléromètre au niveau du cou, et puis on utilise aussi de l'oxymétrie que l'on place à l'oreille pour libérer les mains pour les tests de déglutition où les gens sont censés utiliser les mains pour manger. Et puis, on a complété par électromyographie de surface que l'on place en sous-mental et également une canule nasale avec de la thermorésistance pour avoir le flux d'air nasal. La déglutition étant une alternance de blocage respiratoire pour assurer la fermeture des voies aériennes et reprise respiratoire, bien sûr, nécessaire à certains moments. Pourquoi ces dispositifs vous semblaient-ils indispensables ? Les examens actuels qui permettent de faire le diagnostic de la déglutition et de l'évaluer avec des prévisions de traitement reposent sur des examens dits invasifs. Le premier, c'est la nasofibroscopie de la déglutition. Donc, on passe un tuyau dans le nez et on va jusque derrière le voile du palais pour regarder ce qui se passe dans la gorge quand on avale. Et l'autre, c'est la vidéoradioscopie de la déglutition, qui est un examen où on place les personnes devant des amplis de brillance. Et ce sont des examens irradiants, d'où le caractère également invasif. De plus, les tests de dépistage sont peu performants parce que dans les troubles de déglutition, la tendance est, du fait des résidus alimentaires, à inhiber les réflexes de protection des voies aériennes, c'est-à-dire qu'on ne touche pas quand on a des résidus dans la gorge, en fait, et ça donne des fausses routes silencieuses ou des troubles de déglutition extrêmement insidieux. Ça fait que tous les tests de dépistage qui ne visualisent pas le déplacement du bol alimentaire quand on avale donnent des résultats de sensibilité très bons, mais de spécificité, c'est-à-dire de capacité à savoir quand il n'y a réellement pas de troubles qui sont très faibles. D'où l'importance d'avoir des tests de dépistage ou de diagnostic plus performants pour les patients. Et au-delà de ces outils multicapteurs que vous développez, en quoi l'intelligence artificielle vous semble-t-elle aussi nécessaire pour aller plus loin ? On ne pourra rien faire sans l'intelligence artificielle parce qu'on a besoin de combiner de nombreuses informations. Pour l'instant, le cerveau humain n'a pas cette capacité que nous donnent les réseaux de neurones et les nouvelles techniques d'intelligence artificielle. Donc, on espère avoir vraiment la réponse à notre question grâce à ces capacités de calcul et cette capacité de croiser des données très nombreuses et modéliser ainsi ce qui n'était pas modélisable jusqu'à présent. Professeur Speyer, bonjour. Bonjour. Les problèmes de déglutition sont très répandus chez les patients post-AVC. Ils ont une charge de morbidité importante, un impact majeur sur la qualité de vie et ils peuvent entraîner une déshydratation, une malnutrition et une pneumonie d'aspiration. Et donc, pour déterminer les effets des interventions médicales, il est, selon vous, essentiel de disposer de mesures robustes. Pourriez-vous expliquer quelles sont ces mesures ? If you want to look at interventions and dysphagia, you need to measure different dimensions. Pour analyser la dysphagie, il faut des mesures multidimensionnelles. Vous avez différents types de données, à la fois les données concernant les apports alimentaires des patients, les données fournies par les patients et aussi les données d'imagerie telles qu'elles peuvent être apportées par la vidéo-nasofibroscopie et la vidéo-déglutition. Vous avez aussi des signes cliniques qui peuvent vous donner des informations comme les performances orofaciales. Vous devez dans votre analyse déterminer quels patients peuvent avoir ces signes ou être à risque de dysphagie. L'évaluation sera donc composée à la fois d'une analyse clinique et d'une analyse paraclinique pour parvenir au diagnostic. Vous aurez alors énormément de données, de mesures
Mais parmi toutes celles-là, vous devez savoir lesquelles sont valides et lesquelles sont disponibles. Il faut regarder non seulement celles qui sont valides, mais aussi celles qui mesurent correctement ce que l'on veut diagnostiquer. Pour avoir une donnée valide, vous devez avoir des données reproductibles et sensibles aux changements, particulièrement dans le pré-post-traitement. Vous devez avoir aussi des mesures qui s'adaptent aux différents patients et à leurs signes cliniques et à leurs difficultés. Ce à quoi je m'intéresse, c'est avant tout de savoir quelles mesures cliniques sont essentielles et intéressantes, et également quelles sont les propriétés psychométriques de ces mesures. Ce que je recherche, c'est à la fois le développement des instruments de mesure et aussi le fait de mesurer l'efficacité des traitements. Determining the effects of treatment. Comment on fait le parallèle entre le fait que ces mesures soient intéressantes et l'efficacité? In an ideal world, I would like to have a measure that is valid and reliable. Dans un monde idéal, ce qui m'intéresse est de savoir si ces mesures sont valides dans toutes les dimensions. Ce sont d'ailleurs des discussions très actuelles à l'échelle mondiale. Si je veux connaître l'impact de chaque intervention, je dois avoir beaucoup de données dans chaque dimension pré-post-traitement. Il y a certaines dimensions qui sont plus importantes que d'autres, comme la qualité de vie, mais elles ne sont pas forcément en relation avec les mesures et les résultats qu'on peut avoir au niveau des performances orofaciales. Mais si on obtient une meilleure qualité de vie des patients, il n'est pas nécessaire d'améliorer ses performances. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vivez, soufflez, respirez, un podcast de la Société française de médecine physique et de réadaptation. Retrouvez les autres épisodes sur le site internet de la Sofmer. À bientôt.